Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver. L'émission de Jean-Luc Delarue, ça se discute, c'est fini. C'est ce qu'annoncent cette semaine certains blogs médias. Alors, info ou intox, réponse dans quelques minutes. Événement inédit, le nouveau président de Radio France, Jean-Luc Hess, qui s'invite hier matin sur France Inter pour répondre au journaliste Edoui Plenel sur la question de l'indépendance du service public, les raisons de cette intervention impromptue, les conditions de sa nomination par Nicolas Sarkozy. Jean-Luc Hess répondra à toutes nos questions. Richard Gasquet contrôlé positif à la cocaïne, tous les médias se sont emparés de l'affaire. Il faut dire que le joueur fait partie du team Lagardère. Des filles nues dans les rues de Paris, c'est le clip vidéo de la semaine. Des images vues des centaines de milliers de fois sur le net. Qui est à l'origine de ce... C'est dans un instant. Et puis vous retrouverez également notre baromètre des séries avec les tops et les flops des fictions du moment aux États-Unis. Mais tout de suite, une affaire médiatique devenue une affaire politique. Christine Albanel, sommée par les députés de l'opposition de démissionner. C'est préparé par Raphaël Bayot, Wilfried Garcet, Christelle Ploquin. Toutes les nouvelles des médias, c'est dans Telenovela. Madame le ministre, vous avez la parole. Je vous en prie. Je vous en prie. C'était mardi à l'Assemblée pendant le vote de la loi Hadopi contre le piratage sur le web. Mais pourquoi une telle bronca contre la ministre de la Culture? Tout commence jeudi dernier quand le journal Libération révèle qu'un responsable internet de TF1 a été licencié. Selon l'article, cet employé, Jérôme Bourreau-Guggenheim, a écrit à sa députée Françoise de Panafieux pour exprimer son désaccord avec le projet de loi. Françoise de Panafieux a fait suivre ce mail au ministère de la Culture, qu'il a à son tour transmis à TF1, provoquant ainsi le licenciement de Jérôme Bourreau-Guggenheim. Mise en cause par Libération, Christine Albanel réagit le jour même et dément. Je n'ai jamais demandé à personne la tête de qui que ce soit. Je ne suis jamais intervenue, jamais. Mais samedi dernier, le site internet Electron Libre révèle que le ministère de la Culture est bien en cause. La fuite viendrait du directeur adjoint du cabinet de Christine Albanel. Du coup, la voilà obligée, lundi, de confirmer l'information à Libération et de suspendre un collaborateur pendant un mois, mais sans préciser son identité. Insuffisant pour les députés de l'opposition, notamment Michel Français. On va laisser passer ça, si c'est vraiment réel. On a une preuve par 9 à quel point les médias et le monde politique actuel sont liés. Franchement, il faut dénoncer. Mardi, Michel Français prend donc la parole à l'Assemblée. Monsieur le Premier ministre, je vais vous raconter une histoire. Une histoire affligeante. Il était une fois un spécialiste d'Internet et citoyen honnête. Cet homme trouvait que votre loi Hadopi était pour le moins inappropriée. Une partie de la droite est amusée, et puis il y a ceux au contraire qui autour de Copé et des autres se mettent à vociférer comme quoi vraiment quelle honte d'oser poser une question de ce style. Donc ça m'oblige un peu de monter de ton, d'être un peu emphatique, d'en faire trop, de surjouer peut-être. Madame Albanel, êtes-vous fière d'appartenir à un gouvernement qui prône la collusion avec les médias? Christine Albanel, je la connais bien, je la regarde et je voudrais dire qu'elle était pâle, en fait elle était livide. J'ai déclaré publiquement que je regrettais cet envoi, qui d'ailleurs a été fait sans aucune demande de sanction, mais pour information. Une version mise en doute par le Canard enchaîné le lendemain. Le journal a réussi à se procurer le message que le directeur adjoint de Christine Albanel aurait envoyé à TF1 avec le mail de Jérôme Bourreau-Guggenheim. Vous avez des salariés qui aiment tirer contre leur camp. Alors est-ce que le ministère a demandé une sanction ou un complément d'information? Christine Albanel n'a pas souhaité nous répondre. Quant à Jérôme Bourreau-Guggenheim, il s'exprimait sur France 3 hier soir. Moi je me posais la question de savoir si la prochaine fois je pourrais écrire à mon député sans risquer de perdre mon emploi. Fin de partie. Pour Ça se discute, c'est le coup de tonnerre de la semaine. Le magazine hebdomadaire de Jean-Luc Delarue ne devrait pas être reconduit à la rentrée prochaine. C'est en tout cas ce qu'affirment de concert Emmanuel Beretta sur le site du magazine Le Point et Jean-Marc Morandini sur son blog dédié aux médias. L'émission s'arrête pour deux raisons principales. La première, c'est l'usure du concept. L'image de l'émission n'est pas bonne. Et puis, c'est l'image de Jean-Luc Delarue qui est désastreuse depuis maintenant 1 an. Pourquoi ? C'est-à-dire que chaque fois qu'on a le sentiment que son image va s'améliorer, qu'il va se calmer, à chaque fois, il se passe quelque chose de nouveau et France 2 ne peut pas l'accepter. Du côté de France 2 comme du côté de Réservoir Prod, personne ne veut commenter l'information. Jean-Luc Delarue conserverait néanmoins son émission quotidienne Toute une histoire. Un moindre mal, compte tenu des ambitions de l'animateur-producteur il y a encore quelques mois. Faut jamais oublier que Jean-Luc Delarue rêvait à une époque
de lancer des chaînes. Il avait pris des discussions avec le groupe Pathé et puis tout ça n'avait pas abouti. Je ne sais pas si c'est la chute de l'Empire de la rue parce qu'on sait que dans ce monde de la télévision, beaucoup de gens peuvent se retrouver en bas et puis remonter quelques années plus tard. Jean-Luc Delarue se remettra-t-il de l'arrêt de son émission phare conjuguée à une année tourmentée? Eh bien là aussi, ça se discute. On marche sur un terrain glissant. Des plans sur la commode. Un plan séquence, 3 filles nues et beaucoup de culot. C'est le buzz internet de la semaine. Je veux la mex-pack de ta mère. Lundi dernier, un clip gonflé est mis en ligne sur Dailymotion. En 48 heures, la vidéo devient un phénomène. Make the girl dance, baby, baby, baby. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Derrière ce bon coup, l'animateur de M6, Pierre Mathieu, membre du groupe Make the Girl Dance. C'est lui aussi qui a réalisé ce clip sulfureux. Emballé par le résultat, un responsable de Dailymotion négocie l'exclusivité pour l'afficher en page d'accueil et très vite la machine s'emballe. Évidemment, je fais un Facebook, Greg fait un Facebook, un MySpace en disant allez voir notre clip et tout. Mais on l'avait déjà fait en disant venez nous voir jouer. Ils venaient à 10 quoi les mecs, hein, donc on n'était pas sûr du résultat. Et puis là on voit 5 000, 10 000 et puis à 7 heures le soir on était à 100 000. Et à l'heure où nous parlons, le nombre de visionnages avoisine les 2 millions. Ça s'est retrouvé sur des blogs aux États-Unis, c'est-à-dire que d'un coup t'as quelqu'un qui t'envoie un mail, on dit regarde, et t'as 3 blogs américains où les mecs ils disent en gros comprend rien à ce qu'ils disent, c'est du français, mais on s'en fout, c'est super quoi. Georges Mohamed Chérif est un spécialiste des buzz internet. Il a cru en cette vidéo dès le premier jour. Pour lui, elle réunit les ingrédients indispensables. Je crois que ce qui fait que ça marche aussi, c'est qu'il y a un côté complètement dingue de faire ça. C'est-à-dire que au fond de nous-mêmes, on a tous rêvé avec des potes de se dire tiens, on va se balader nus dans une rue en plein centre de Paris, et eux ils l'ont fait, et je crois que il faut plutôt applaudir l'initiative. 714 754. Si ça pouvait être des euros. Malheureusement, il ne s'agit que du nombre de visionnages. Pour la gloire, c'est bien parti, mais pour la fortune, il faudra encore attendre un peu, car le succès du clip sur Internet ne rapporte pas 1 euro à ses auteurs. C'est scandaleux. Oh putain. Nouvelle star, nouvel épisode. Et cette semaine, le héros, c'est lui. Non pas lui. Lui, Sohan, le gothique chic a fait beaucoup de bruit en s'amusant avec la presse People. Fin de semaine dernière, Ici Paris sort le gros scoop, une amourette supposée entre Sohan et une autre candidate, Leïla, photo enflammée à l'appui. Les autres magazines relaient l'info, seulement voilà, Sohan révèle que tout est bidon. Il dit avoir passé un deal avec l'un des paparazzis qui campent tous les jours devant l'hôtel. Je peux pas raconter des grosses conneries, quoi. En échange de 300 €, il aurait proposé au photographe d'immortaliser un baiser fougueux, alors que Leïla ne serait qu'une simple copine en vrai. Sohan se gausse, tout heureux d'avoir berné la presse à scandale. Mais si l'on en croit Loïc Célin, le rédacteur en chef de Voici, lui aussi dupé par le faux scoop, Sohan devrait se méfier du retour de bâton. Là, en faisant ça, il fait une grosse bêtise. Supposons que Sohan devienne un vrai people, une vraie star. Le jour où on le prendra vraiment en vrai paparazzade avec quelqu'un, il aura beaucoup de mal à aller expliquer au juge qu'il est victime d'un grave préjudice. Et il aura beaucoup de mal à nous piquer de l'argent devant les tribunaux. Joli coup Sohan, la presse People est vexée, mais attention, faudra pas recommencer. Voilà, Telenovela, c'est fini pour cette semaine. Et surtout, gardez les yeux ouverts. Depuis mardi, Jean-Luc Hess est président de Radio France. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a choisi. L'une de ses premières décisions, faire venir Philippe Val, l'ancien patron de Charlie Hebdo, à ses côtés, et ça fait des vagues. J'accueille sur ce plateau Jean-Luc Hess qui s'exprime pour la première fois à la télévision depuis sa prise de fonction. Bonjour. Et félicitations puisque ça se fait. Bonjour Jean-Luc Hess. Le Monde de mardi raconte que quand Nicolas Sarkozy vous a proposé le poste dans son bureau à l'Élysée, vous avez appelé votre femme en lui disant « J'ai gagné au loto sans avoir coché les grilles ». Ça veut dire que ça a été vraiment une surprise totale pour vous? C'était pas du tout dans mes plans. J'avais tourné la page de cette maison que j'adore. Vous n'étiez pas candidat déclaré, vous n'aviez pas été approché? Du tout, d'autant plus que la loi, enfin moi j'ai découvert la loi en route, la loi, il n'y a pas de candidat quoi, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc le président m'a appelé, moi je suis pas un familier de Nicolas Sarkozy, je crois que la dernière fois que je l'ai vu c'était il y a 12-13 ans, dans une interview à France Inter, donc voilà quoi. D'ailleurs il m'a fait remarquer d'emblée, il m'a dit on se connaît pas.
Je dis non, Monsieur le Président. Il m'a dit bon, comme ça, on ne pourra pas m'accuser de placer mes copains. C'était pas l'expression qu'il a employée, mais enfin, c'est ce que ça voulait dire. Alors, vous avez accepté sa proposition d'emblée. Quoi que vous fassiez désormais, comme c'est le Président de la République qui vous a nommé, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que vous êtes aux ordres du Président. Est-ce que ça ne vous a pas gêné au moment de dire oui ? Du tout, parce que d'abord je suis journaliste, j'ai ma réputation de journaliste, elle vaut ce qu'elle vaut encore une fois, mais j'ai toujours tenu le monde politique très 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 loin de mes mains. Pas parce que le monde politique me déplaît, mais parce que je trouvais pas ça très compatible avec soit mon métier de journaliste, je suis pas un journaliste politique, je suis un généraliste, soit mon métier de dirigeant à France Inter. J'ai toujours fait tampon entre... Que vous avez été pendant plusieurs années à la tête d'Inter, on le rappelle. Avec un bonheur fou. Alors maintenant, vous avez pris vos fonctions à la tête de Radio France. Parlons de Philippe Val, l'ancien directeur de Charlie Hebdo. On a appris cette semaine qu'il venait vous rejoindre à Radio France. À quel poste allez-vous le nommer ? Alors ça, c'est une question qu'on va me poser souvent dans les jours qui viennent. Il faudra être patient pour que j'y réponde avec précision. Il faut être patient. Il faudra patienter pendant combien de temps ? Ça va être mon privilège, si vous voulez. Mais je suis assez extraordinairement choqué moralement de cette espèce de bronca qu'il y a autour de Philippe Val, qui est un type formidable, que je connais depuis 20 ans. J'en réponds sur ma tête de Philippe Val, de son intellect, de sa culture, de son intelligence. C'est sûrement pas un homme parfait, j'en ai jamais rencontré de ma vie, donc c'est pas le sujet. J'ai une complicité, une vraie complicité... Comment dire, quand je dis intellectuel, ça fait un peu prétentieux, de la vie. J'ai une complicité de la vie avec cet homme qui travaillera à mes côtés, ça c'est sûr. La question, c'est sa venue à Radio France. C'est votre idée ? Bien sûr. C'est votre envie ? Bien sûr que c'est mon idée. Et le procès d'intention ou la suspicion permanente sur la qualité des gens, y compris la mienne, c'est insultant pour moi. Imaginez que le président de la République, que j'ai vu une fois, 2 fois, me disent voilà, vous allez me prendre un tel. Enfin, ça, mais où on est ? Enfin, on n'est pas. Je vais pas insulter une république bananière, mais ça ne se passe évidemment pas comme ça. Alors, parlons de l'antenne. Ça m'intéresse. Vous avez dit que vous n'alliez pas vous séparer de Stéphane Guillon sur l'antenne de France Inter. Est-ce que vous le garderez à la même heure, à 7h55 ? Il est dans cette maison autant chez lui que moi j'y suis. Je veux dire, voilà. Peut-être qu'il a envie. Je doute. Mais j'en sais rien, je suis ouvert à tout. Mais oui, Stéphane Guillon restera à France Inter. Vous avez envie de le maintenir dans cette tranche-là, avec ce rendez-vous-là, l'humeur de Stéphane Guillon ? Cette grille se porte bien. Enfin, honnêtement, c'est Inter même un pic d'audience à 8h. C'est le journal le plus écouté de France aujourd'hui. Je suis pas que mercantile, mais ça rentre en ligne de compte. Mais au fond, dans le service public, c'est pas la chose qui m'obsède. Honnêtement, France Inter, c'est... Guillon, c'est que j'aime bien. Ça fait 3-4 minutes de la vie de France Inter, 24 heures par jour, il y a du programme, il y a de la qualité. La question, c'est de savoir si on va le retrouver dans la matinale. Bien sûr, à moins qu'il se casse une patte ou qu'il veuille s'en aller parce qu'on lui a fait un pont d'or ailleurs, ce que je ne souhaite pas, honnêtement. Mais oui, on s'est matin sur France Inter. Bien sûr. Oui. On s'est focalisé sur quelque chose qui est pas insignifiant. La qualité, c'est pas insignifiant. Se marrer, c'est pas insignifiant. Avoir un regard sur la société, c'est pas insignifiant. Mais je suis pas sûr que Stéphane Guillon, encore une fois, je le connais personnellement, Stéphane. Je suis pas sûr qu'il ait été ravi d'être au centre, d'être un objet tout à coup politique, c'est-à-dire hors de son métier, il faut calmer, tu vois. Enfin, bref. Vous l'avez écouté mardi matin, lorsque vous avez pris, vous êtes marré. On va écouter un petit extrait. Comme disaient des proches, les enfants, c'est comme les paix, il y a que les siens qu'on supporte. Papier classe aujourd'hui. Jean-Luc Hess, notre nouveau patron, arrive dans nos murs. J'ai tenu à marquer le coup. Voilà, donc cette fois-ci, il vous a fait rire. Il a été encore plus drôle parce que la semaine d'avant, il préconisait une forte grippe porcine à France Inter, ce qui faciliterait mon job en arrivant. Je me suis marré, oui. Et puis je ris pas. Vous ne serez pas un coupeur de tête. Écoutez, il m'est arrivé de me séparer de collaborateurs à France Inter. J'ai toujours essayé de le faire le plus dignement possible pour des raisons que j'ai exprimées moi-même, que j'ai explicitées. Et bon, c'est jamais plaisant, mais là, c'est vraiment pas le sujet. Merci, en tout cas, Jean-Luc Hess, d'avoir choisi Plus Clair pour vous exprimer. Maintenant que vous êtes à la tête de Radio France, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Alors, cet entretien a été enregistré jeudi sur le plateau de Plus Clair, mais nous sommes revenus vous voir, Jean-Luc Hess, ici, dans votre bureau à Radio France, parce que vendredi matin, événement inédit, vous vous êtes invité, vous êtes intervenu dans le 7-10 de France Inter. Vous avez voulu vous adresser à Edoui Plenel, le directeur du site Mediapart, qui s'inquiétait pour l'indépendance des journalistes. On va regarder cet échange et on en parle ensemble après.
l'interventionnisme de la présidence de la République dans cette maison même est évidemment un défi pour les journalistes du service public. Un autre journaliste vient de s'asseoir autour de cette table, en l'occurrence président de Radio France. Bonjour Jean Lucas. Bonjour. Invité impromptu. Non, j'étais en voiture et puis j'écoutais Louis Plenel pour qui j'ai beaucoup de respect professionnel et beaucoup d'estime personnelle aussi. Vous êtes la preuve que ce soupçon, en ce qui concerne la nomination des présidents de l'audiovisuel public, est infondé. Jean Lucas, je suis ravi que cette invitation qui avait été faite juste avant votre nomination permette que vous saisissiez cette occasion pour le dire. C'est un engagement important. Il vaut mieux aboyer fort, déranger, réveiller le quartier. On va vous laisser aboyer, d'accord ? Qu'être indifférent. Voilà, je vous remercie en tout cas. Qu'est-ce qui vous a pris, Jean-Luc S ? Qu'est-ce qui m'a pris ? Pourquoi cette réaction ? Je connais bien Louis Plenel, donc je voulais le saluer, puis j'écoutais ce qu'il disait, je passais devant la maison. Et donc, voilà, je suis allé à France Inter. Et puis, j'écoute le propos, et je suis journaliste, et je me dis, c'est gênant pour moi, on va pas répéter sans arrêt que je suis pieds et poings liés parce que j'étais nommé par le président de la République, désigné par le président de la République. Mais je pense aussi aux journalistes de France Inter, pardonnez-moi. C'est important, c'est pour ça d'ailleurs que je voulais le dire à Louis Plenel. Parce que ce qui est gênant pour moi, ce soupçon, c'est aussi gênant pour les journalistes de France Inter, la rédaction de France Inter. C'est pas des laquais, c'est pas des gens qui, parce qu'ils ont un PDG qui serait supposément nommé pour les étouffer leur liberté. Je trouve pas ça très sympa pour eux, donc j'ai voulu dire ça très simplement. J'ai dit très courtoisement, en plus, et voilà. Et en plus, un peu à l'invitation d'un des journalistes qui était à la table, qui m'a fait un signe. Moi, j'étais pas venu pour ça, j'étais venu pour ça, me saluer Louis Plenel, et je me suis dit, je vais aller. Voilà, vous étiez derrière la vitre, vous êtes resté un petit instant. Comme je vais faire souvent, ça m'intéresse, donc je vais voir, mais si ça a choqué qui que ce soit, j'en suis affreusement désolé. Le syndicat SNJ de Radio France publie un communiqué qui critique votre intervention de vendredi matin. Le SNJ estime, je cite, cette intervention crée un climat d'inquiétude qui poussera à l'autocensure. Vous leur répondez quoi ? Qu'ils n'ont pas trop bien compris mon intervention parce que justement je voulais dire le contraire. Et Louis Plenel et tous les autres sont toujours les bienvenus sur France Inter. C'est pas dans la nature de la maison. Alors je veux bien connaître peut-être une certaine, allez, on va dire maladresse. Ça vous va comme ça interrompra tout ça. Je trouve qu'on fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Si j'ai pu heurter ou si j'ai pu éveiller une inquiétude, je vous jure que c'était pas. Donc pas ça je le fais avec courtoisie. Vous n'interviendrez plus au micro. Attendez, il peut se passer un tas de choses dans la vie, mais non. Je comprends au fond que ça puisse peut-être choquer un peu quelques susceptibilité. Mais si j'étais journaliste à la rédaction de France Inter, je détesterais qu'on me soupçonne de me coucher par terre parce que j'ai un nouveau PDG qu'on soupçonne de m'inciter à ça. Je détesterais ça. Je l'accepterais pas. Merci en tout cas pour cette mise au point au micro de Plus Clair. Merci beaucoup Jean-Luc S. On continue avec un reportage. Richard Gasquet contrôlé positif à la cocaïne cette semaine. Tous les médias se sont emparés de l'affaire. C'est une enquête de Vincent Dupuis. Comme un tremblement de terre, samedi dernier, RMC sortait un scoop. Richard Gasquet aurait été contrôlé positif à une substance interdite avant le tournoi de tennis de Miami. Immédiatement, l'info fait l'effet d'une bombe. Le journal L'Équipe relaye cette nouvelle sur son site internet et dimanche, Richard Gasquet a droit à la une du quotidien sportif qui annonce qu'il a été contrôlé positif à la cocaïne. Un taux très élevé, repris par tous les médias et qui s'avéra par la suite nettement moins important. Reste que durant la journée de dimanche, toutes les rédactions vont attendre la réaction de Richard Gasquet, comme Lionel Chamoulot, le présentateur de Stade 2. Évidemment, ce qu'on met en branle ici, ce sont les réseaux que l'on a dans le tennis, à appeler les entraîneurs, les gens de Team Lagardère que l'on connaît bien, appeler des amis de Richard. Bon, moi je lui laisse un petit SMS. Une réaction qui n'interviendra finalement qu'en toute fin d'après-midi. À ce moment-là, Lionel Chamoulot est déjà à l'antenne. Petite parenthèse dans cette page football, avec ce communiqué de l'AFP, le joueur de tennis français Richard Gasquet a admis dimanche avoir été contrôlé positif à la cocaïne, précisant que la contre-expertise avait confirmé la première analyse. Dès lors qu'il y a eu cette confirmation, voilà, c'est parti, et tout le monde parle, tout le monde a un avis, tout le monde a envie de témoigner. Richard Gasquet confirme donc son contrôle positif. Radio, télé, presse écrite, Richard Gasquet est partout. Coup de tonnerre dans le monde du tennis. Le tennisman français Richard Gasquet se retrouve soupçonné de dopage. Pour Vincent Moscato, animateur sur RMC, l'acharnement est réel. Le pauvre gars, il va morfler, quoi. Il va morfler parce que c'est un lynchage médiatique. Tout le monde y va
de son avis, de ça. Mais le problème, c'est que tout le monde y va de son avis, mais dans tous les médias, quoi. En quelques heures, celui qu'on surnommait le Mozart du tennis devient l'objet de tous les soupçons. Nicolas Canteloup sur Europe 1 décide de s'amuser des mésaventures de Richard Gasquet. Ça y est, le Français Richard Gasquet est numéro 1 à l'ATP. Sauf qu'il ne s'agit pas de l'association des tennisman professionnels, mais de l'association des tennisman positifs. Les anciens sportifs eux aussi se lâchent, comme Henri Lecomte sur RTL. Je suis désolé, moi je ne donne aucune circonstance atténuante. C'est à devoir maintenant, bien sûr, se justifier, vérifier et puis dire à tout le monde ce qui s'est vraiment passé, quoi. S'expliquer, faire face aux médias, c'est la première difficulté. Car mis à part le communiqué de 5 lignes envoyé à l'AFP dimanche dernier, Richard Gasquet et son entourage refusent totalement de s'exprimer, laissant la place à toutes les supputations, comme ici, Pascal Clark, lundi, sur RTL. Que se passe-t-il durant cette soirée? Le journal La Tribune cite l'entourage du joueur français et affirme sans rire que Gasquet aurait pu être contaminé par le biais d'un baiser échangé avec une jeune fille cocaïnée. Une jeune fille qui avait pris la cocaïne en est en plein délire. Et malheureusement, tant que lui n'aura pas parlé, j'ai peur que tous les jours il y ait Yannick Noah qui parle, après je sais pas qui, le Pioline, après un ancien président de la Fédé, le nouveau. Alors faut-il parler ou non? Richard Gasquet a choisi de se taire en attendant d'avoir fini de préparer sa défense. Une stratégie mise en place par cet homme, Ramzi Kiroun, ex-conseiller de Dominique Strauss-Kahn, porte-parole du groupe Lagardère, la structure qui entoure le joueur et gère sa communication. Nous l'avons joint au téléphone et il nous a confirmé que pour le moment, aucune déclaration ne serait faite par Richard Gasquet. Dès qu'il va l'ouvrir, on va le prendre, on va s'acharner sur lui. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va être obligé de dire, comme tout le temps, quand t'es pris dans ce cas-là, que c'est à tes dépens que t'as pris de la cocaïne. C'est-à-dire, des mecs te versent de la cocaïne dans le verre. Il va être obligé de prendre ce genre de choses. Comme défense, comment tu veux qu'il fasse? Mais parce qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. On l'oblige à mentir. Jusqu'à maintenant, et malgré les sollicitations, Richard Gasquet a choisi de se taire. Mais jusqu'à quand? Le Festival de Cannes 2009, c'est parti. Malgré la crise, énorme agitation médiatique sur la Croisette, notre envoyé très spécial, Raphaël Bayot, a suivi un homme très occupé, Thierry Frémaux, le délégué général du festival, quelques heures avant la toute première montée des marches. On regarde. Bonjour à tous, le Festival de Cannes, c'est 3500 journalistes. Et beaucoup d'entre eux veulent interviewer Thierry Frémaux, le délégué général du festival. Alors comment fait-il pour survivre au milieu de cette jungle médiatique? C'est ce que je vais essayer de découvrir. Depuis 2001, Thierry Frémaux a un job plutôt sympa, voir des centaines de films pour en sélectionner 20 pour la compétition. Et il y a 2 ans, l'éternel président Gilles Jacob l'a adoubé. C'est lui, le nouvel homme orchestre de Cannes. Du coup, pendant la quinzaine, c'est la course. Séance photo, interview, projection. Thierry Frémaux doit être partout, tout le temps. Alors, un bon festival. Bonjour, bon festival. Merci à tous, bon festival. Mais j'ai quand même pu le suivre toute une journée, et pas n'importe laquelle, mercredi, le jour J, celui de l'ouverture du festival. Étape 1, 9h-10, Thierry Frémaux est au studio Europe 1 installé à Cannes pour un duplex avec Marc-Olivier Fogiel. Vous avez un super job, comme on l'a dit, c'est bien payé? C'est payé ce qu'il faut, en tout cas on est loin des... C'est quoi? Des quelques... Mais Ah bah quoi? Et vous? Bien payé. Ah, pareil. Ah, pas mal joué sur la question salaire. Après l'interview, le journaliste culturel Bruno Kras s'adonne à un grand classique à Cannes, soutirer des infos sur les films favoris de la compétition. Moi, sur le papier, il y a Un prophète de Jacques Audiard. Je pense que c'est une bombe. Tu ne lis rien, là. Le grand jeu, c'est d'essayer de soutirer des infos à Thierry Frémaux, mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Non, il se débrouille très bien. Mais pas le temps de discutailler. Thierry Frémaux doit déjà filer. Merci à tous. Au revoir. À 10h, étape 2. Je retrouve le délégué général à l'intérieur du Palais des Festivals pour le gros moment de stress de sa journée. La presse aimera-t-elle Up, le film en 3D des studios Pixar qu'il a choisi pour ouvrir le festival? L'humeur du jour et presque des premiers jours dépend beaucoup du film d'ouverture. Et pour calmer son stress, le délégué général parle foot avec quelqu'un qui s'y connaît un tout petit peu. Faut être champion, alors. T'as vu qu'on commence à gagner maintenant, là, c'est bien. Ah, dur d'être fan de l'Olympique lyonnais en ce moment. Mais c'est pas le sujet. Place à 1h30 de projection avec lunettes 3D, s'il vous plaît. Oh, regarde tout le monde!
Alors la presse s'est elle aussi envolée, débrief à chaud. On est émerveillé comme quand on lit Le Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est un film absolument chaleureux, tendre, enthousiasmant, et puis alors techniquement c'est génial. Et des journalistes conquis, ça donne ça, une presse bienveillante à souhait pour l'ouverture du Festival de Cannes. Du coup, quand je réussis à alpaguer Thierry Frémaux à nouveau, il est super content. Les journalistes viennent de sortir de la projection du film d'ouverture. Plutôt enchanté, ce à quoi je m'attendais, mais on n'est jamais sûr de rien. Vous n'avez pas été mangé tout cru par la presse du premier film. À tout à l'heure. Bon, là il court au photocall de Up, une séance photo avec l'équipe du film. À 18h30, je le retrouve pour une ultime conversation, juste avant le moment fatidique du tapis rouge. Thierry Frémaux, on est dans votre bureau. Ça y est, vous êtes en smoking, ça veut dire qu'on s'approche des marches. Oui, on dit même que le smoking chez nous, c'est le bleu de travail. Eh ben, smoking ou pas, les marches, ça lui fait toujours de l'effet. Quand on monte les marches la première fois, et même ça m'arrive encore de le ressentir quand je fais les allers-retours, il y a presque une peur physique. C'est tellement symbolique, c'est tellement solennel. Je suppose que je peux pas vous suivre jusqu'aux marches, là. Non, vous pouvez pas me suivre jusqu'aux marches. Bon, eh ben, au revoir alors. À 19h, c'est enfin la première montée des marches. Allez, bon festival, et à la semaine prochaine. Voilà, et le Festival de Cannes, c'est évidemment tous les soirs dans le Grand Journal de Michel Denisot sur Canal+. Et tout de suite, on va regarder ensemble le zapping de la semaine. Retour sur le plateau de Plus Clair. Vous avez peut-être vu les extraits de la prestation de Barack Obama devant la presse américaine. Le président a enchaîné les blagues et les bons mots. Mais vous n'avez peut-être pas entendu parler de la polémique qui a suivi cette soirée. Tous les détails, c'est dans le Mediaplanète avec Christophe Beaugrand et c'est préparé par Adrien Roard. Bienvenue dans Mediaplanète, toute l'actualité internationale des médias en moins de 6 minutes. Eh oui, je sais, ça fait flipper, mais c'est le principe, c'est parti. Tous les médias américains ne parlent que de ça depuis une semaine, le traditionnel discours du président début de mandat devant les journalistes accrédités à la Maison Blanche et un parterre de stars. Barack Obama n'a pas dérogé à la règle, il a fait le show. My next 100 days will be so successful I will be able to complete them in 72 days. And on the 73rd day I will rest. Une prestation très remarquée, mais pendant cette soirée, un dérapage a eu lieu à cause de cette femme. Vanda Sykes, une comique très connue aux États-Unis. Elle est montée sur scène juste après le président et elle a ironisé avec beaucoup de violence sur un animateur radio antidémocrate, Rush Limbaugh, qu'elle a comparé au terroriste du 11 septembre. I think maybe Rush Limbaugh was the 20th hijacker, but he was just so strung out on Oxycontin he missed his flight. Scandale national, faire une blague autour du 11 septembre, comparer un homme à un terroriste, ça ne passe pas du tout. La Maison-Blanche a été obligée de présenter des excuses. Alors pour en savoir plus sur cette affaire, nous sommes allés voir Steven Ekovitch. Vous êtes américain, un spécialiste de l'histoire des États-Unis. Bonjour Steven. Bonjour Christophe. Alors pourquoi cette blague sur le 11 septembre a choqué à ce point-là? Ce qui était plutôt grave, et président Obama a été critiqué, c'est quand même qu'il a rigolé après cette blague. Mais après tout, ce président, il a une cote de popularité très élevée, à 62%. J'imagine, de toute façon, il va encaisser les critiques et dans quelques jours, on va l'oublier. C'est l'heure du baromètre des séries, tout sur les tops et les flops des fictions américaines. Dr House a fini sa 5e saison cette semaine. Le dernier épisode a été diffusé lundi et la Fox avait mis le paquet pour attirer le téléspectateur. I slept with Cuddy. Next Monday on the season finale of House, it ends with the biggest shock in House history. Her lips say no, her hormones say, oh my God, yes. You will definitely be talking about this ending. Et malgré cette bande-annonce ultra, méga racoleuse, l'audience n'a pas explosé, 12,3 millions, c'est 300 000 de plus que la semaine dernière, mais 4 millions de moins que l'année dernière. C'est grave, docteur? Non. Les Simpsons seraient-ils usés? C'est la 20e saison en même temps. Plus bas historique cette semaine sur la Fox, avec un peu plus de 5 millions de téléspectateurs. L'an dernier, l'audience moyenne, c'était quasiment 8 millions. 3 millions de perdus. Ça fait quand même un gros écart. L'avant-première de la semaine, 100 Questions, 100 questions, c'est la série à venir la rentrée prochaine sur NBC. Voici les premières images. C'est une sitcom sur une jeune femme, Charlotte, qui cherche désespérément l'amour et qui se rend dans une agence matrimoniale. Et comme son nom l'indique, chaque épisode commence par des questions. Charlotte Payne, will you be my wife? I don't know what to say. Oh, I just don't feel that way about you. I hope we can still be friends.
La revue de presse avec un gros plan sur The Economist, l'hebdomadaire économique britannique de référence. Et ce podium en couverture, le modèle français est sur la première marche avec Nicolas Sarkozy, devant Angela Merkel et le modèle Deutschland. Quant à Gordon Brown avec The Anglo-Saxon Model, il est au fond du trou. Pourquoi cette une est surprenante? C'est la question que nous avons posée à Anthony Bélanger, chef des informations à Courrier International. C'est la Bible du néolibéralisme ou du libéralisme. The Economist a pendant des années méprisé le modèle français. C'est cet hebdomadaire-là qui mange son chapeau cette semaine en publiant justement l'inverse, c'est-à-dire qu'en se rendant compte que le modèle français avait aussi des vertus, notamment la vertu d'amortir la crise, et que la France, si elle est en récession, est beaucoup moins en récession que d'autres pays qui l'entourent. Notre émission de la semaine s'appelle The Cougar. Imaginez un bachelor avec une femme, donc une bachelorette, une vingtaine de candidats, jeunes, musclés, épilés et qui sentent bon l'aftershave. Rien d'exceptionnel, sauf que la bachelorette a 20 ans de plus que ses prétendants, enfin une femme de 40 ans qui fait quand même très très jeune. Gentlemen, feast your eyes on Stacy. One 40-year-old woman searches for love. L'émission s'appelle donc The Cougar. L'expression cougar aux États-Unis, ça désigne les croqueuses d'hommes. Le show est diffusé sur la petite chaîne câblée TV Land. Officiellement, il vise à faire tomber les tabous sur la différence d'âge dans les couples. There are a lot of hot, young, incredible guys surrounding me. How the hell did I wind up here and who am I going to choose? Avec cette émission, la chaîne diffuseur TV Land vise une cible publicitaire très précise, les femmes d'une quarantaine d'années, tout comme Stacy, la candidate. Ça fonctionne. Alors moi, je vous propose qu'on lance le concept en France. Imaginez des chevaliers servants prêts à tout pour conquérir leur proie. Ils sont beaux, intelligents. Bon, alors pour l'instant, il nous manque la dame. Si vous voulez vous inscrire, on vous attend. Surtout eux, ils sont chauds. Allez, à la semaine prochaine dans Mediaplanète. 1 an et demi déjà qu'elle présente avec succès 100% Max sur M6. Cette saison, il ne lui a fallu que 5 mois pour terrasser Julien Courbet et son service maximum. Estelle Denis est l'une des stars d'M6. A-t-elle d'autres ambitions? Elle est aujourd'hui sur le plateau de Plus Clair. Estelle Denis, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Je suis ravie. Alors, 100% Mag, c'est en moyenne plus de 2 millions de téléspectateurs, 12,2% de part de marché à 18h50, donc tous les soirs sur M6. Ce qui est sûr, c'est que vous avez gagné énormément de terrain sur la cible stratégique des fameuses ménagères de moins de 50 ans. Est-ce que ça a changé votre façon de choisir les sujets? Est-ce que c'est vraiment le critère de choix? Non, pas du tout. En fait, on choisit vraiment les sujets. Il faut que pour nous, un bon sujet 100% Mag, c'est un sujet qui concerne tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, tiens, c'est arrivé à mon frère, ça peut arriver à ma mère, tiens, mon voisin est concerné par ça, tiens, moi aussi je peux le faire moi-même, ça peut m'arriver. Ça, c'est un bon sujet 100% Mag. Alors, quelles sont les recettes du succès? Nos experts médias se sont penchés cette semaine sur 100% Mag. C'est Critique TV et c'est préparé par Jean Thomas. Bonsoir à tous, soyez bienvenue sur le plateau de 100% Mag. « 100% Mag s'inscrit dans la continuité du dîner presque parfait d'M6, le gros succès de la chaîne. Et pour essayer de garder les téléspectateurs, il faut en sorte que le premier sujet de 100% Mag soit le plus souvent possible un sujet sur la cuisine, sur la gastronomie. Et après un dîner presque parfait, on va continuer à parler cuisine. L'émission joue sur un teasing permanent. Chaque sujet est en même temps l'annonce d'un sujet suivant, via des pastilles, via des bandes annonces. 2 poivrons, un oignon, de l'ail, qu'on découpe en morceaux. Donc dans l'émission, finalement, on n'est jamais dans le présent du sujet, on est toujours un peu dans l'attente du suivant. Mais avant cela, on va s'intéresser à un endroit où l'on passe en moyenne 4 minutes par jour, c'est la douche. Il faut que Estelle Denis fasse attention parce qu'elle pourrait un tout petit peu se pernoïser. C'est-à-dire quand on a vu le journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut à midi, c'est-à-dire que la France va plutôt bien, c'est un gentil pays, pas trop secoué par la crise. Quand on rentre le soir chez soi, eh bien on allume 100% Mag et puis on a la suite du message avec un petit peu de conso gentil. Un légume indispensable avant l'été si vous souhaitez perdre du poids et avoir bonne mine, c'est l'asperge. M6 cherchait depuis des années un magazine qui puisse tenir la route face à TF1 dans l'avant-soirée. Et puis finalement, le 11 février 2008, ils installent 100% Mag, qui démarre doucement, moins de 8% de part d'audience sur les 4 ans et plus. Nous sommes à peu près 15 mois plus tard. Ils sont maintenant à 12 à 13% de part d'audience. Voici Phil, un bon bricoleur qui n'avait pas de douche et qui en a fait une lui-même. Problème, c'est qu'il y a du calcaire. 100% Mag doit coûter quelque chose entre 70 000 et 80 000 euros par jour.
Et dans ce tarif-là, il y a le salaire d'Estelle Denis. Elle-même peut prétendre à 2500 à 3000 euros par jour. Estelle Denis, c'est vraiment l'anti-modèle de la présentatrice télé bimbo. C'est vraiment la girl next door, la copine avec qui on a envie de discuter vraiment de sa dernière soirée ou du dernier match de foot. Estelle Denis, moi je trouve que c'est une excellente animatrice, sans doute une des meilleures de moment, qui a une vraie crédibilité, qui sans doute là est pour moi un petit peu en sous-régime par rapport à ce qu'elle pourrait probablement faire. Et je vous emmène aux États-Unis maintenant, à la découverte d'une route mythique. Elle fait bien le job, elle a la gouaille de Valérie Damido, elle a le côté sexy de Carole Rousseau, le côté un petit peu glamour de Flavie Flamand. Moi je serais à la place d'M6, je lui proposerais bien le JT qu'il prépare pour la rentrée. Je trouve qu'elle serait bien. Tout de suite, c'est le 6 minutes. Thank you. Alors, ce futur JT d'M6, la chaîne vous l'a proposé ? Non. 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 On aurait pu imaginer qu'il vous le propose, puisque vous êtes journaliste, vous animez 100% Mag qui marche très très fort. On aurait pu imaginer donc facilement qu'il vous le propose. Vous n'étiez pas candidate ? Bah non, et puis c'est, enfin, quelqu'un comme Nathalie Renoux, par exemple, ferait ça mais 1000 fois mieux que moi. Moi, en plus, c'est pas mon truc, quoi. Vous avez une formation de journaliste. Catherine Rambert dit que vous avez une forte crédibilité. Oui, mais on peut avoir une formation de journaliste sans avoir envie de faire le 20h ou de présenter un journal. Donc vous n'étiez pas du tout candidate. Non, mais surtout, enfin, je suis pas candidate et puis on me l'a pas proposé et puis et c'est très bien comme ça. Moi, je suis très attachée à 100% Mag, ça me va très bien. Après, j'aimerais faire aussi autre chose et avoir 100% Mag plus autre chose. Maintenant, si ça se fait pas maintenant et que ça se fait dans 6 mois, ça me va très bien. Je suis pas. Est-ce que vous avez un statut à part à M6, Estelle Denis ? Oui. Ah, je crois pas, non. Non. Parce que Catherine Rambert disait que vous aviez toutes les qualités. Vous êtes en plus. J'adore Catherine Rambert. Je la connaissais pas, mais alors c'est une femme formidable. Non, mais vous êtes. On le sait tous. Vous êtes en plus hyper médiatisée. Vous êtes la compagne de Raymond Domenech, le sélectionneur de l'équipe de France. Vous êtes une star aujourd'hui à M6. Mais non, enfin je suis pas non. Enfin non, alors là c'est vraiment pas un mot qui s'applique à moi. Non, franchement, je pense pas avoir un statut particulier. Emmanuel Beretta du Point dit que vous êtes beaucoup mieux payé que. Alors il se trompe, mais sur 100% j'ai retenu Mag. ces chiffres. Je vais tout de suite aller voir la direction de M6. Non, mais je suis évidemment. Il parle de 2000 € par jour pour 100% Mag vous concernant. Mais non, mais c'est faux. Il prétend. Non, j'adorerais, mais c'est faux. Vous êtes dans la moyenne des animateurs d'M6. Bah, je pense, après, on parle pas salaire entre nous, on se dit pas, tiens, tu gagnes combien, et toi, on n'est pas là-dedans, mais voilà, ce que je gagne me convient parfaitement, et voilà. Catherine Rambert, vous dites que vous l'adorez, mais petit bémol, elle peut se pernoïser. Ah, mais pour moi, c'est une qualité. Dit-elle, est-ce que c'est le risque selon vous ? Mais c'est pas un risque de se pernoïser. Moi, j'adore Jean-Pierre, franchement. Jean-Pierre Pernaut. Mais oui, et puis non. Enfin, ça veut dire quoi se pernoïser ? C'est-à-dire parler. Elle parle de ce qui concerne les gens. De parler toujours de la France qui va bien. Ben oui, mais alors. Enfin, un magazine d'information, ça fait pas toujours pleurer. Enfin, on peut être un magazine d'information ludique. En plus, nous, on est à 19h. Les gens, ils rentrent du travail. Enfin, ça va, tout le monde dit c'est la crise. Si en plus vous arrivez et bam, vous en remettez une couche, mais non, c'est pas le but. Nous, on avait envie, franchement, de parler aussi des choses qui vont bien, des choses qu'on peut faire, de ce qui se passe, des tendances, des phénomènes de société, mais on n'est pas obligé de pleurer tout le temps en regardant la télé. Bon, merci beaucoup, Estelle Denis, en tout cas, d'être venue nous parler du succès de 100% Mag sur le plateau de Plus Clair. Merci infiniment. Le voyage au Proche-Orient et en particulier en Israël était pour le pape Benoît XVI l'étape la plus sensible, la plus politique aussi. Les journalistes qui l'accompagnaient guettaient le moindre de ses propos et le moindre de ses faux pas. Laetitia Krupa était sur place. Aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, lundi, 11h. L'avion du pape en provenance de Jordanie vient d'atterrir en Israël. Sur le tarmac, une centaine de journalistes venus du monde entier sont dans les starting blocks. Tous s'apprêtent à vivre un moment historique. Le pape doit se rendre aujourd'hui au mémorial de la Shoah. Ilan Goren, reporter pour la chaîne israélienne Channel 10, est sur place et dans ses commentaires, la tension est déjà palpable. Le pape va être reçu avec tous les honneurs qui lui sont dus. Les responsables israéliens vont sortir le grand jeu, mais cela ne suffira certainement pas à réchauffer l'ambiance. Le pape arrive dans un contexte particulièrement tendu. Tension partagée par les journalistes allemands. La dimension politique va être fondamentale dans cette visite. Et bien que Benoît XVI, dès son premier discours, honore la mémoire des 6 millions de juifs victimes du nazisme, Ilan Goren nous révèle que pour les Israéliens, tout l'enjeu de la visite de Benoît XVI est là. Ce pape, allemand, au passé contesté, va se rendre au musée de la Shoah de Yad Vashem.
On a encore en tête l'affaire de l'évêque Williamson. Ces derniers jours, beaucoup de gens m'ont demandé est-ce que le pape va parler allemand à Yad Vashem? Ça montre bien toute la charge émotionnelle très lourde qui accompagne cette visite. Cette visite s'inscrit aussi dans un contexte politique particulièrement tendu, 5 mois après l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Les services de sécurité sont en alerte maximale. Les journalistes sont soumis à des batteries de contrôle interminables, comme par exemple lorsque nous avons voulu accéder à la tribune de la presse à l'aéroport. Vous savez, j'ai couvert la visite de l'ex-président américain, mais le dispositif de sécurité d'aujourd'hui dépasse tout ce que j'ai connu. On parle de 80 000 personnes mobilisées. À mon avis, on a atteint un niveau de folie. Juste à côté de nous d'ailleurs, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président Shimon Peres repartent sous haute escorte. Le pape, lui, est transporté en hélicoptère. Les Israéliens l'ont surnommé l'Héli papal. La prochaine étape de son voyage, c'est Jérusalem. Pendant 1 heure, tout l'espace aérien sera paralysé. La ville de Jérusalem, elle aussi, sera verrouillée. Alors pour être sûr de pouvoir passer, nous tentons de monter dans le bus des journalistes accrédités par le Vatican. Non, je ne prends que les journalistes officiels. Vous n'avez pas les bonnes accréditations. Par ici, s'il vous plaît. Finalement, Ilan nous propose de nous conduire à Jérusalem. Sur la route, il nous explique pourquoi les médias israéliens ont une couverture ambivalente de cette visite. Vous voyez dans la presse ce matin, on voit des belles photos du pape, mais les titres sont accusateurs. J'en ai lu un qui disait « Une visite dans l'ombre de l'histoire ». Pour moi, c'est pareil. Vous me voyez commenter la cérémonie d'arrivée, décrire l'ambiance incroyable, mais en même temps, je suis en train de me dire que ce pape a donné son accord pour le processus de béatification de Pie XII. Pie XII, pape pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais pour Ilan, le point d'orgue de la journée, ce sera la visite du mémorial de la Shoah. Yad Vashem, tout à l'heure, la charge émotionnelle va être très forte, c'est sûr. En début d'après-midi, le pape est reçu par Shimon Peres, une rencontre ouverte uniquement à la télé publique israélienne. De notre côté, nous avons rendez-vous avec Charles Anderlin, le correspondant de France 2 en Israël. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez ce que... Charles Anderlin est en poste à Jérusalem depuis 1981. Dans son duplex de 13 heures, il va lui aussi revenir sur le passé du pape. Qu'est-ce qui est vraiment prévu dans le programme? Eh bien, effectivement, la visite de ce pape allemand qui a servi dans les jeunesses hitlériennes au mémorial de la Shoah à Jérusalem est un grand moment d'histoire. Le fait qu'il soit allemand, c'est un élément fort. Pour beaucoup d'Israéliens, absolument. C'est la raison pour laquelle, dans mon direct, j'ai rappelé que Benoît XVI a été dans les Hitlerjugend. Effectivement, toute la presse israélienne ne parle que de cela, de la jeunesse de Benoît XVI. Comme ici dans le journal le plus populaire, Maariv, qui publie même une photo du pape portant l'uniforme des jeunesses hitlériennes. 16h, nous arrivons au mémorial de la Shoah. Et au premier checkpoint, nous retrouvons Ilan Goren, le reporter de Channel 10. Devant la salle des mémoires, les journalistes se préparent pour leur direct. Tous se demandent comment Benoît XVI va aborder ce moment clé. Interviewé par la BBC, Israël Lao, l'ancien grand rabbin d'Israël, rescapé du camp de Buchenwald, dévoile ses attentes. Nous espérons qu'il demande pardon, ou au moins qu'il exprime sa tristesse pour la tragédie subie par le peuple juif. 17h30, le pape arrive, Ilan Goren prend l'antenne. Devant les 6 survivants de la Shoah, le pape va se recueillir et exprimer sa compassion, mais ne fera aucune excuse. Alors que Benoît XVI repart, Ilan nous livre ses premières impressions en demi-teinte. Amour, haine, c'est l'histoire du pape avec Israël. C'est l'histoire d'Israël avec tout le monde. Le soir sur Channel 10, le chroniqueur politique du 20h est plus radical. שלום לכם, ערב טוב. קבלת פנים קרירה וחשדנית לאפיפיור בנדיקטוס ה-16 בישראל. על ביקורו של מנהיג העולם הנוצרי, החל בעיקר בסימן השואה והרקע הגרמני של האפיפיור. Les titres de la presse le lendemain seront eux cinglants. Le pape n'a pas parlé des crimes commis par les nazis. Il n'a jamais demandé pardon, aucune excuse. Finalement, les médias israéliens n'auront retenu que l'absence d'excuses à Yad Vashem et oublié la condamnation de l'antisémitisme faite par Benoît XVI le matin même. Voilà, plus clair, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur canalplus.fr. À samedi prochain, c'est à 12h40, c'est en clair. Très bon week-end, bye bye.